Linas Montlhéry 1989. Sur ce circuit historique, l'ASAV organise le Grand Prix de l'Âge d'Or l'an 20. Cette année, 35 000 personnes sont venues assister au spectacle qui, pendant 3 jours, permettent aux passionnés de l'automobile ancienne de participer aux courses du championnat de France et du championnat d'Europe. Linas Montlhéry est l'une des 4 plus grandes manifestations de VEC au monde, meetings sportifs, mais également rassemblement des clubs et de nombreux collectionneurs de voitures anciennes, bourses d'échange ou encore concours d'élégance. Robert Sarrail, président d'ATS Ascenseur, avait invité Phil Hill, Roy Salvadori, Olivier Gendebien et Jean Guichet, mais aussi Bernard Caillé, célèbre journaliste du sport automobile. Plus de 300 concurrents, 13 courses inscrites au programme du week-end. Après l'année Ferrari et l'année Jaguar, c'est la marque au trident que l'ASAV avait choisi d'honorer, réunissant les plus belles Maserati de course. Action, histoire, émotion. Grâce à l'équipe de bénévoles de l'ASAV, le Grand Prix de l'Âge d'Or l'an 20 89 a su réunir tous les ingrédients d'un cocktail particulièrement réussi. Après les essais qualificatifs du vendredi et du samedi matin, on ouvrait donc le bal à 15h30. Sur la grille de départ s'alignaient ces surprenantes DB Mono 1000 avec qui le spectacle commençait en beauté. Les Mono 1000, l'ancêtre des formules de promotion. Ces monoplaces qui évoluent devant nous ont été construites au tout début des années 50. Une idée géniale de René Bonnet pour faire naître de nouveaux champions. Réaliser une petite série de monoplaces identiques et tirer au sort à chaque course l'attribution des véhicules entre les différents concurrents. Plus tard, on réinventera des formules analogues avec la Coupe des Provinces et Lotus 7, les formules bleues, Formule Ford ou encore Formule Renault. C'est en 1954 qu'ici même, à Linas Montlhéry, Joe Schlesser, qui devint plus tard pilote de Formule 1, remporta la première course des DB Mono 1000. Ces drôles de voitures étonnantes dans toutes leurs positions sont d'une technique d'avant-garde pour l'époque, associant la géniale mécanique Panhard à une conception du châssis révolutionnaire. Dutch et Bonnet avaient conçu des autos aux performances remarquables, seules monoplaces à traction avant qui marquèrent d'autant plus le sport automobile français à cette période. Ne soyez pas surpris par les positions des roues des voitures en plein appui, ni par le pilotage acrobatique des concurrents. C'est là que réside tout le véritable charme des Mono 1000. Et ce n'est pas Gilbert Pougin, 75 ans, le doyen des concurrents, qui nous contredira. Sa voiture et lui participent à toutes les courses de VEC en France et à l'étranger depuis bien longtemps. La victoire reviendra à Alain Gavski devant Claude Berton à la moyenne de 105 km/h, une vitesse étonnante pour ce type de véhicule. La deuxième course de ce samedi opposait les voitures de la catégorie GTS, l'occasion d'observer le premier grand duel de ce week-end entre Lotus et Alfa Romeo, des voitures auxquelles venaient se joindre Austin Healey, Lancia, Ginetta, Turner, René Bonnet et autres triomphes.
Avantage Lotus aux essais officiels, mais dès le départ, coup de théâtre, l'auteur du deuxième temps, l'italien Zigliani, reste sur ses marques, transmission cassée. Derrière, les voitures se pressent au premier virage, c'est un peu la bousculade, mais tout le monde passe et se lance à la poursuite du Suédois Tommy Brorson et du Français Jean-Pierre Carré, qui s'échappe en tête de la course. La Lotus Elite, non seulement c'est une voiture aux lignes superbes, mais c'est aussi une auto de course aux performances impressionnantes. Carrosserie plastique, suspension empruntée à la monoplace de la marque, à peine plus de 600 kg, un petit moteur Coventry Climax qui entraîne l'auto à 200 km/h, autant d'atouts qui permirent à Colin Chapman, leur concepteur et pilote, de s'imposer à Brands Hatch en décembre 58 lors de la première sortie de l'élite. Son palmarès est impressionnant, illustré en particulier par des victoires à l'indice aux 24 heures du Mans. À l'époque déjà, la lutte était dure face aux Alfa Romeo qui se trouvaient en grand nombre aujourd'hui encore au départ de cette course. Mais jamais les Alfa Giulia ne rejoindront les deux Lotus, partis pour un véritable festival de glissade et de freinage. Les deux premières places reviendront aux deux Lotus Elite, rappelant ainsi leur victoire au Mans, où elles remportèrent 2 fois l'indice énergétique. Tommy Brorson et Jean-Pierre Carré sur le podium donc, avec à leur côté Dennis Welch sur Ginetta, auteur d'une belle 3e place. Un mot tout de même d'un invité exceptionnel de cette course de GTS, Paul Belmondo, auteur d'un départ impressionnant. En fond de grille, malheureusement, le pilote de F3000 n'a pu figurer dans la lutte en tête. Sa voiture, une René Bonnet Jet, ne s'y prêtait peut-être pas tout à fait. C'est la première fois que je faisais une course de VEC, je n'en avais jamais fait et bon, c'était sympa. Quelles impressions? Alors justement sur la conduite même de la voiture, c'est facile à conduire ou pas? Ouais, c'est pas très dur parce que c'est moins complexe que ce que je conduis en général. La seule chose, c'est bon, au niveau de la boîte de vitesse par exemple, c'est pas très bon, surtout celle-ci, je crois que c'était une boîte d'estafette, donc c'était un peu dur. Et puis au niveau également des gaz d'échappement qui étaient dans l'habitacle, ce qui fait que ça me faisait pleurer les yeux et j'avais du mal à respirer à la fin. Et s'il n'y avait pas ça, ce serait pas des VEC. Mais le clou de cette journée de samedi, ce fut incontestablement le trophée Lotus Super 7 Bernard Caran, la formule monotype par excellence. Photo de famille pour l'un des plateaux les plus remplis du week-end, formule spectaculaire et attrayante, autant pour les pilotes que pour les spectateurs. 22 inscrits, tous s'alignant sur des voitures aux caractéristiques identiques et à la puissance volontairement limitée. Ici, le pilotage seul va faire toute la différence. Patrick Taylor est demandé en bas tour de contrôle. Merci. Alain Blénaud, président du TR Club, Dijon TR Club, est demandé au 2e étage la tour de contrôle. Alain Blénaud. Aux avant-postes, les favoris de l'épreuve, Alain Nibard, Bernard Pigelet et François Bergès, le vainqueur du trophée 88, nous laissent entrevoir une belle empoignade. Après un freinage très chaud de pont, tout se passe, la course est lancée.
L'accrochage de ce premier tour va permettre à un pilote de faire le trou. Seul en tête, Alain Nibard conservera son avance tout au long des 12 tours. Dans sa mémoire, certainement les paroles d'un ancien pilote de Lotus 7, Henri Pescarolo, qui fit ses débuts sur cette même voiture, la numéro 20, et qui n'a pas hésité l'an passé à remonter dans sa Lotus pour s'imposer au Grand Prix des Remparts d'Angoulême. C'est une très très bonne voiture pour apprendre à piloter, pour être bien formé, parce que c'est une voiture qui est très survireuse, qui se conduit très facilement et qui nécessite quand même un contrôle constant parce qu'elle a des pneus étroits, elle a une puissance raisonnable, elle patine beaucoup, elle survire et c'est une très bonne école pour conduire après des voitures plus puissantes, des Formule 3, Formule 2, ce qui est la progression que j'ai fait par la suite. Et même encore maintenant, c'est une voiture très intéressante pour des pilotes. La vitesse de pointe n'est pas très élevée, ça doit être aux alentours de 200 ou quelque chose comme ça, mais elles accélèrent très fort parce qu'elles sont très légères. Elles ont 115-120 chevaux, elles pèsent rien du tout, donc ça a des très bonnes performances. À l'époque, dans les courses de côte, je faisais les temps d'une Ferrari GTO, donc c'était des temps très, très compétitifs, mais c'est parce que la voiture est très légère. Un peu plus de 400 kilos, on comprend mieux ainsi l'attrait qu'a su exercer cette voiture sur toute une génération de pilotes. Là également, Colin Chapman voulait peu de poids et une puissance raisonnable. Le moteur Ford qui équipe ses voitures développe 130 chevaux. Colin Chapman, génie de la mécanique, un personnage qui a fasciné tous ceux qui l'ont approché, parmi eux Gérard Crombach, fondateur et rédacteur en chef de Sport Auto. Je lui ai acheté sa première voiture de course en 1953. À l'époque, sa production était tout à fait confidentielle et c'était la première fois que quelqu'un venait de l'étranger pour lui acheter une voiture. Moi, je dois dire que j'étais fasciné parce que j'ai tout de suite compris que c'était un génie de la mécanique. J'avais rédigé le communiqué de presse qu'il a signé lui-même d'ailleurs, dans lequel il prenait parti contre la FISA et contre Bernie Ecclestone au sujet de la disqualification de la Lotus 88 au Grand Prix d'Argentine. Et le président Balestre de la FISA n'a pas été particulièrement heureux et il m'a fichu à la porte de la commission technique internationale où je représentais la France et de la présidence de la commission technique en France. Alors quand Colin Chapman a appris ça, il a dit le moins que je puisse faire pour toi, il a sorti de sa poche un trousseau de clés, il m'a dit je te donne ma voiture seulement. C'était pas sa voiture, c'était les clés de son avion. Premier donc, Alain Nibard qui devance François Bergès et Franco Renoni. Alain Nibard qui conforte ainsi sa première place au trophée Bernard Caran, mais rendez-vous est pris pour la prochaine manche au Grand Prix historique de Bourgogne sur le circuit de Dijon. Ça chauffe, hein. Mais c'est bon. Le matin du dimanche, c'est une toute autre affaire. 4 courses de championnat d'Europe vont être disputées sur le circuit dans le courant de la journée. Un matin, comme a dû en connaître Roy Salvadori, un jour de 1959. Roy Salvadori, l'un des invités d'ATS. Il y a 30 ans, au Mans, il a remporté une victoire historique associée à Carroll Shelby sur Aston Martin DBR1. Le meilleur souvenir de ma carrière, c'est les 9 ou 10 années que j'ai passées chez Aston Martin. J'ai conduit à peu près tous les modèles et fabriqué réellement d'excellentes voitures. Et bien sûr, en 1959, nous avons fait premier et deuxième au Mans. Ce fut la plus belle course de David Brown. Je vois toujours David, il vit à Monte-Carlo où j'habite moi-même. Mais l'homme qui a vraiment su donner un élan, une cohésion au Team Aston, c'est John Wyer. C'est lui qui dirigeait l'équipe, choisissait les pilotes. Nous avions beaucoup de respect pour lui. Et si Aston doit ses victoires à quelqu'un, c'est John Wyer.
Une autre époque, celle de l'avant-guerre, nous permet de goûter ici au charme de l'Amilcar CGS de Jean Patier. Cette course de régularité a permis à tous de revoir ou de découvrir une voiture rarissime, la ERA 1500 de Jost Wilbots. 18 voitures de cette marque seulement existent dans le monde et le club très fermé des propriétaires de ERA n'a qu'une idée en tête, faire entendre partout le bruit extraordinaire du compresseur de leur moteur relay. Construite en 1935, cette voiture est capable de faire ici un temps très proche de celui des Cobra et Ferrari. Loin donc devant les Bentley présentes sur ce plateau et qui pourtant ne font pas que de la figuration. Ces modèles de Bentley qui, ne l'oublions pas, acquirent leur grande réputation sportive en remportant les 24 heures du Mans. Le 222 rentre. Une Porsche noire de Mauro Bianchi. Dans le plateau numéro 5 était engagé Mauro Bianchi. Celui-ci connaît très bien la voiture sur laquelle il va courir, puisqu'après une brillante carrière en rallye et sur circuit, il fut pendant 12 ans responsable des essais chez Alpine. Jacques Pailleuse sur Porsche 356 s'est lancé de la pole position sur une grille de départ bien remplie où les grands tourismes de série et les grands tourismes prototypes allaient s'affronter sur 12 tours. Vous êtes à bord de la berlinette alpine de Philippe Léonard dans l'ambiance du premier tour. Devant lui, une Lotus Elan, une Jaguar, 2 autres berlinettes et la minuscule GEM GT de Jacques Navot. D'entrée, les places seront très chères et les positions changeront tout au long de la course. Tour à tour, la Porsche et la Jaguar Type E abandonneront. L'essence bagarre Mauro Bianchi sur Alpine A220 et Yves Boll sur Lotus Elan. L'attaque est permanente, une Alpine berlinette décroche, une Lotus 7 derrière évite de justesse le tête à queue, on le voit, toute la fougue des pilotes VEC est ici parfaitement mise en valeur. Mauro Bianchi n'avait pas piloté l'Alpine depuis très longtemps, il s'est ici amusé au volant d'une de ses berlinettes au palmarès impressionnant. Mais c'est finalement la Lotus qui s'imposera devant 2 Alpines puisque Philippe Léonard prendra la 3e place.
Avant chaque course, les concurrents sont appelés en pré-grille où ils se préparent et assistent au briefing du directeur de course. C'est l'occasion d'observer de très près les voitures qui animeront 7 manches du championnat d'Europe, catégorie monoplace et prototype d'avant 60. Merveilleuse historique du sport automobile de l'immédiate après-guerre, à une époque où la création et l'ingéniosité indispensables ont bouleversé la physionomie des voitures de course. Encore une fois, nos amis anglais, chez qui les sports mécaniques restent omniprésents, fournissent l'essentiel du plateau avec les Lister Jaguar, les Lotus, Lola, Cooper, Torero, Elva ou encore Ginetta. Mais les Italiens ont apporté les Maserati, Stanghellini et Alfa Romeo. Nous sommes ici aux côtés de Paul Samuels, dans l'une des plus belles voitures de course jamais construites, la Lotus 15, qui en 1958 se battait en catégorie sport. La voici qui arrive au virage du Faille en 4e position devant une Lola MK2 de Formule Junior et la Lister Jaguar de Roland Urban. La Lister Jaguar de Carlo Bonomi a pris le meilleur départ devant la meute des formules juniors. Ces petites monoplaces nées à la fin des années 50, juste au moment de la mutation du moteur de l'avant vers l'arrière du pilote. Technique utilisée par John Cooper en particulier pour ces monoplaces et qui lui valut sa réputation de précurseur. Pourtant, la présence d'une rarissime Tatra 602 bien plus ancienne nous prouve avec son V8 refroidi par air placé derrière le pilote qu'en Tchécoslovaquie, les ingénieurs avaient déjà bien maîtrisé la question. Quant à la Lister Jaguar, écoutons ce qu'en disait à l'époque l'un de ses pilotes, un certain Jim Clark. La tenue de route de cette voiture était formidable. On pouvait la placer d'un seul coup sur sa trajectoire et négocier le virage sans plus toucher au volant. Si on désirait sortir à la corde, on accélérait et l'arrière suivait. La Lister marquait un très grand progrès. Elle m'a beaucoup appris au sujet des freins et en particulier que je ne pouvais pas m'y fier. Je devais les ménager et les utiliser sans surchauffer. Les Formules Juniors ont bien tiré leur épingle du jeu dans cette course puisque Alessandro Ripamontis sur Lola MK2 et Marcus Mussa sur Lotus 18 finissent 2e et 3e derrière la puissante mécanique Jaguar. Ma souvenir préféré, c'est quand j'ai gagné le championnat du monde de Formule 1 en 1961. Je pense que maintenant, c'est devenu une affaire de commerce et c'est dommage. Le spectacle a beaucoup perdu, pour des raisons techniques d'abord, notamment le fait que les voitures collent tellement à la route que le public ne ressent plus la dynamique de ce qui se passe. Mais malgré tout ça, les pilotes sont toujours aussi bons, les courses sont toujours les courses, et il est toujours aussi difficile de conduire à la limite. You drive fast today? Yes. Yeah, I do. Okay, thank you. Thank you. Thank you very much. Félicitations. Passionné, Phil Hill félicitant Philippe Harper de l'écurie ATS, vainqueur après une course très disputée dans la catégorie GTS, moins de 2 litres.
La lutte très serrée avec Pligno-Haas nous vaudra un très beau spectacle. Déjà, l'an passé, cette Lotus coupée Shapecraft avait emporté la victoire pilotée par François Bergès. La voiture avait été alors disqualifiée pour un défaut de voie. La revanche était donc très attendue. Sur la grille de départ, la Lotus Élan d'Yvan Mahé est immobile, transmission cassée, provoquant ainsi un bouchon dont l'Alfa Romeo Tubolard de Kempfer est victime. Malgré tout, excellent départ de Pligno-Haas qui prend l'avantage au virage des deux ponts. Tout le monde derrière trouve sa trajectoire. Au virage du Fay, on devine déjà les intentions de la Lotus ATS qui, pilotée par Philippe Harper, son préparateur, attaque l'Italien. Après 3 tours, Harper trouve enfin l'ouverture et se détache rapidement. Il ne sera plus rejoint. Sur ces images, un peu de l'ambiance qui règne au virage du Fay. Si l'on s'interroge sur les intentions des participants, il n'y a plus de doute. La course est acharnée, passer à droite, passer à gauche, le choix doit être instantané, il faut passer juste. Les courses de Grand Tourisme spécial, on le voit, restent certainement parmi les plus spectaculaires. La qualité des voitures engagées est remarquable. Porsche, Lotus, MG, TVR, Alfa Romeo pilotés presque toujours par leurs préparateurs. Ici, les Alfa Romeo TZ de Francis Trichet et de Jean-Louis Laborde. Sur leur châssis au palmarès fabuleux obtenu dans les plus grandes compétitions routières, la griffe du carrossier italien Zagato. Et puis, apparition dans les courses VEC cette saison des premières Porsche 911 qui, bien affûtées, seront dans l'avenir des autos redoutables. Après Brandsatch et Montlhéry, nous reverrons les voitures au Nürburgring et à Zolder. Le spectacle qu'elles nous ont offert est en tout cas très prometteur pour la suite du championnat. La fin de la course n'apportera pas de modification au classement. Premier, Philippe Harper sur la Lotus du team ATS. Deuxième, l'Italien Pligno-Haas. Et troisième, le Français Jean Martin sur Lotus également. 3 Lotus Élan aux 3 premières places. Well done, Mr. Chapman. La catégorie tourisme, oui, se bagarre très très fort. D'abord, nous sommes les plus nombreux et ça se bagarre entre les 5 premiers, les 10, enfin sur tout l'ensemble du plateau, tout le monde se bagarre beaucoup, même au fond de grille, ça se bagarre aussi beaucoup.
Qu'est-ce qui vous pousse à courir en VEC? Quand on était passionné d'automobile, c'est une manière de pouvoir assurer cette passion, alors que souvent on n'avait pas les moyens de le faire il y a 20 ans, quoi, puisque quand j'avais 20 ans, j'avais pas beaucoup d'argent. J'en ai pas beaucoup plus aujourd'hui, mais disons que le peu que j'ai, je peux le consacrer un peu à ce que j'ai pas pu faire il y a 15 ans, quoi, 20 ans. Et oui, Dominique Bareil exprime bien la motivation de nombreux pilotes de VEC remonter dans le temps et prendre le volant des autos qui nous ont fait rêver il y a plus de 20 ans. Et à quoi rêvait un jeune homme en feuilletant Sport Auto il y a 20 ans? À la Ford Mustang d'Henri Greider, à l'Alfa Romeo GTA de Jean Roland, à la Mini Cooper de Paddy Hopkirk ou bien à la Cortina Lotus de Jimmy Clark, tous lancés dans de grands dérapages, s'affrontant en rallye ou sur circuit dans ces voitures de la catégorie tourisme. Cette catégorie tourisme, on la retrouve en VEC bien sûr avec cette année pour le Grand Prix de l'Âge d'Or l'an 20, pas moins de 30 voitures au départ. Parmi elles, une Ford Mustang pilotée par Henri Greider, une Kyrielle de Mini Cooper, des Ford Cortina Lotus et d'autres berlines toutes débordantes de chevaux et dont les pilotes ont la réputation d'être très chauds. Course spectacle donc, mais aussi règlement de compte intermarque. La bagarre est toujours présente au sein des courses de Saloon Car. Tenez, regardez l'enchaînement des virages à l'intérieur de la Cortina Lotus d'Alain Berson. On est loin ici d'une promenade de santé. Gros cœur demandé donc pour faire partie des premiers de cette catégorie. À ce petit jeu, c'est l'Italien Angelo Zadra sur Alfa Romeo GTA qui se montrera le plus rapide. Christian Millon sur Cooper et Didier Guezas sur BMW finissent aux 2e et 3e places. Je crois qu'on a toujours une certaine nostalgie des voitures qu'on a connues, qu'on a regardées, qu'on a aimées et ça fait toujours plaisir de remonter dedans et surtout à l'occasion d'une fête ici qui est devenue mondiale parce qu'il y a des gens qui viennent de partout et on voit des voitures absolument merveilleuses. Ça change beaucoup une monoplace? Moi j'avais fait une croix dessus depuis 73 avec Patrick Tambay, donc c'est la première fois depuis 73 que je remonte dedans. Bon, cette voiture-là je ne l'ai pas conduite, mais c'est une Grac de 68 ça. Hein, et j'avais conduit moi la dernière Alpine que Alpine avait construite à Dieppe. Donc ça fait un peu drôle. Oui. Ça me rappelle des bons souvenirs? Ouais, très bons souvenirs. 73 avait été une année assez fabuleuse pour la monoplace, avec des gens assez fabuleux, puisque dans la même année on avait Pironi, Arnoux, Tambay, des Couder, des Snobek, oui, moi aussi bien sûr, mais des Snobek, tous ces gens-là, quoi. Bon, et comment on se sent aujourd'hui en 89 au volant d'une voiture comme ça? Aux essais, j'ai fait qu'un tour, alors ça va être une séance d'essai. Non, mais c'est sympa. Okay. Ça monte fort ou... Moi, je m'aperçois que ça pousse encore pas mal, oui. Et ça a évolué, c'est évident, hein, mais c'est encore compétitif. Il ne faudrait pas grand-chose pour... là, il faudrait l'arrêter, il faudrait faire plein de choses, mais je dirais que c'est encore assez compétitif. René Medge malheureusement ne finira pas cette course, laissant les pilotes des très rapides Formule 3 1000 cm3 faire hurler leur moteur tout au long des 12 tours à une moyenne de 125 km/h. C'est Michel Mallier sur Techno qui l'emportera devant la Brabham de Gérard Gamand. Da Scari e Villoresi ben presto si portano nelle prime posizioni.
Incidente di Hansen. Lotta tutta italiana tra le Maserati e le rivali di sempre, capitanate da Farina, che al secondo giro passa in testa. Il duello continua, ma Farina ha chiesto troppo alla Fangio, Farina, Jean Bérat, Trintignant, Stirling Moss, elle est longue et impressionnante la liste des pilotes de renom qui coururent pour la marque au Trident. Jusqu'en 1957, Maserati tenta de s'imposer dans le championnat du monde. La 6CM, ce modèle fut l'un de ses meilleurs atouts. Mais c'est finalement avec la 250F, une voiture exceptionnelle, qu'elle y parvint. La 250F, l'archétype de la monoplace des années 50, avec cet immense capot qui abrite le fameux 6 cylindres 2,5 litres au bruit si envoûtant. Cette ligne époustouflante n'est faite que de puissance et de vitesse. Cette course fut une grande rétrospective de l'histoire de la marque et on se souvint avec bonheur de ces fameuses Birdcage type 61 et 63, ces voitures au châssis tubulaire si complexe qu'on les appelait les cages à oiseaux. Le Belge Edmond Perry est sur l'anneau volant de la type 63 à moteur V12 et donne un récital aux milliers de spectateurs massés dans ce magnifique auditorium. Souvenez-vous, c'était il y a 25 ans. Le duel Ferrari-Ford touchait à sa fin dans la dernière manche du championnat du monde des constructeurs Grand Tourisme. L'ASAV et ATS Ascenseur ont réuni pour nous ce plateau exceptionnel de voitures qui, comme en 1964, s'affrontèrent pour écrire une des plus belles pages de l'histoire du sport automobile. Ferrari, AC Cobra, Jaguar, Austin Hillet, Corvette, l'histoire se perpétue aujourd'hui. Aussi, nous n'avons pas su résister au plaisir de vous faire découvrir le circuit de Montlhéry depuis l'intérieur de l'AC Cobra de Stevie Chins. Dès le premier tour, 3 hommes se sont détachés, Alain Ganzin sur Jaguar, Fabrizio Violati sur Ferrari GTO et Bernard Perruche sur AC Cobra. Alors que derrière, la lutte est particulièrement acharnée entre les 5 Ferrari Tour de France, les Cobra et les Austin Hillet. Très rapidement, la Jaguar doit laisser passer les 2 hommes forts de cette course. Elle abandonnera sur sortie de route. La véritable lutte commence alors par ce fabuleux duel Ferrari-Ford.
Et les Austin Healey attaquent très fort. Dennis Welch, dans une passe d'armes dont il a le secret, avec la Ferrari 250 châssis court, sort en tête du virage de la ferme. Ces étonnantes Healey, 280 chevaux sous le capot, maîtrisés avec superbe par leur pilote. Et saluons au passage le travail de carrosserie tout aluminium sur la Big Healey de Philip Harper, dont il est le préparateur. En tête de la course, la situation a bien évolué. Bernard Perruche déborde l'Italien Violati. La C-Cobra du Français sort d'une reconstruction totale après avoir été détruite lors de sa dernière course. 8 mois de travail et une voiture juste terminée la veille. La question était de savoir si elle allait tenir la distance. La Cobra va remporter cette course devant la superbe 250 GTO, suivie d'une autre Cobra, celle de Stevie Childs. Nous suit bien évidemment. Je viens féliciter les jeunes actuels. Bravo. Tous ceux qui terminent sur les vainqueurs, il y a 1, 2, 3. Bravo. L'une des courses très attendues du week-end fut celle des monoplaces et prototypes d'après 60. La dernière manche du championnat d'Europe à Brands Hatch avait vu la Lotus 23 du Team ATS pilotée par François Bergès victorieuse de sa catégorie. Stevie Chins, le Britannique, présent à Montlhéry, terminait alors en seconde position sur sa Lotus 23. Ici, les essais du samedi ont été favorables à François Bergès puisque 4 tours furent nécessaires pour établir une nouvelle pole position. Au baisser du drapeau, l'Italien Benedini prend l'avantage sur Bergès au premier freinage en bout de ligne droite. L'enchaînement des virages des deux ponts et de la ferme ne change rien au classement. Tout se passe avec malgré tout un petit accrochage sans gravité dû au plateau très fourni. Au failles, la situation n'a guère évolué et la file des voitures est plus éclaircie. La Lotus 23 de Benedini est toujours en tête, suivie de Bergès qui parviendra à la chicane nord à prendre le commandement. Le spectacle est superbe, le rugissement de tous ces moteurs est impressionnant, la lutte est réelle, le VEC gagne ici ses lettres de noblesse. La Lotus ATS se détache légèrement. Les deux Ferrari 365 P2 de Piper et Violati sont à l'attaque. Tous les poursuivants s'accrochent pour garder le contact, mais déjà François Bergès a pris ses distances et augmente son avance. Les pilotes attaquent à outrance, même au volant de voitures rarissimes. Le duel tourne pour l'instant à l'avantage de Lotus, mais les deux gros prototypes Ferrari n'ont pas dit leur dernier mot. Benedini s'accroche et sort de la piste. Coup de théâtre à la mi-course, François Bergès laisse passer les deux Ferrari et abandonne sur problème moteur. André Bailly et Stevie Chins restent seuls à pouvoir contrer les deux autos italiennes qui vont alors se livrer à une bagarre exceptionnelle devant 35 000 spectateurs ébahis. David Piper, qui courait déjà sur cette voiture lorsqu'elle était engagée en compétition, prend le commandement. Courageux, David Piper, qui perdit une jambe dans un accident lors du tournage du film Le Mans avec Steve McQueen. Piper, qui n'a jamais arrêté de courir avec, entre autres, cette Ferrari P2. Fabrizio Violati, non sans mal, prendra tout de même la tête de la course et ne la quittera plus, poussant son moteur V12 au maximum. Les Lotus 23, cette fois, n'auront donc pas le dernier mot. On se rappelle que ces voitures furent refusées aux 24 heures du Mans en 1962 pour un problème de fixation de roue. On ne revit jamais plus une Lotus au Mans. Colin Chapman se souvint de la leçon.
La prochaine manche du championnat d'Europe se déroulera le 5 et 6 août au Nürburgring. Rendez-vous est pris, monsieur Bergès, avec un moteur en forme, n'est-ce pas ? C'est passé qu'on avait les petites voitures, c'est un problème parce que j'ai eu une doublée qui m'entrait dedans et qui a cherché de me jeter dehors, mais il a cassé la voiture parce que la Ferrari est plus forte. C'est la voiture que j'avais dans ma jeunesse, enfin, je ne suis pas si vieux que ça, mais en 63, 65. Et c'est une voiture qui était matriculée et je peux rouler encore sur la route si je veux. Et maintenant que j'ai un peu plus les moyens, ça me permet de recourir ce qui m'avait arrêté à 65. C'est la passion alors? La passion, bien sûr, oui, j'adore ça. Recordman de victoire aux 24 heures du Mans, le tandem qu'il formait avec Phil Hill offrit à Enzo Ferrari ses plus belles victoires en endurance. Son nom, Olivier Gendebien. Dans les années 60, le pilote belge avait su apporter une vision stratégique dans des courses de longue haleine. Pour ceux qui l'ont connu, son nom reste synonyme de fair play. Pour nous, Olivier Gendebien, autre invité de l'Âge d'Or à Montlhéry, se souvient de ses débuts en compétition. J'ai commencé des rallyes tout à fait par accident en 52 parce qu'un Belge m'avait demandé de faire avec lui le rallye Liège-Rome-Liège. Et alors, en 55, dans une course en Italie qui s'appelait la Coupe des Dolomites, j'ai gagné Absoluto, comme on dit en italien, devant Castellotti, qui était le pilote numéro 1 italien, avec une Ferrari Sport de l'usine. Et alors Ferrari m'a demandé d'entrer dans l'équipe parce qu'il s'est dit, il vaut mieux qu'il soit avec moi que contre moi. Dernière course de cette fabuleuse édition 89 du Grand Prix de l'Âge d'Or l'an 20, les voitures de compétition les plus récentes homologables en VEC. On y retrouve des monoplaces et des prototypes construits jusqu'en 1971, période qui marque une autre évolution de la compétition automobile. L'aérodynamique, les pneus, les sponsors vont changer la physionomie des voitures. C'est l'entrée dans l'ère nouvelle du sport automobile. Parmi les voitures engagées dans cette course, une marque monopolisait tous les regards, Chevron, dont on pouvait admirer plusieurs modèles magnifiquement préparés. Ces voitures britanniques furent les plus rapides de ce week-end à l'Inas Montlhéry, Alain Filiol s'imposant devant un grand pilote de l'époque des sports prototypes, Jean Blaton, alias Burlis, qui amenait ici 3 chevrons, une B8, une B16 et la B19 qu'il pilotait. La B8, la voici ici aux prises avec une Lotus 69 de Formule 2 qui résistera très bien aux assauts répétés des 2 pilotes de prototype. Alors qu'aux avant-postes, les 2 chevrons B19 de Alain Filiol et de Jean Blaton caracolent en tête, pendant que Phil Hill s'intéresse de très près aux chronos réalisés en course et qu'Olivier Gendebien rappelle quelques souvenirs à Roy Salvadori, la magnifique chevron B16 pilotée par Gérard Burgal nous offre ce que l'on appelle un freinage tardif du très beau spectacle.
Premier, Alain Filliol, donc c'est lui qui aura réalisé le meilleur temps ce week-end à Montlhéry. Alors à tout seigneur, tout honneur, à lui, la conclusion. J'ai beaucoup aimé la Formule 3 dans ces années-là. C'était les époques de François Sever, enfin Beltoise, Pescarolo. C'est une grande époque de la voiture de course en France. Et puis j'aime conduire. Je trouve que le VEC, c'est à la fois un niveau qui est très, très correct. Les voitures sont très belles et il n'y a pas de promotion, c'est-à-dire qu'on court vraiment pour le plaisir. C'est le dernier refuge des gentleman drivers. Vous avez tout à fait raison, monsieur Filliol. Rendez-vous tous l'année prochaine pour une nouvelle édition de l'Âge d'Or. Merci au formidable public de soutenir cette manifestation ainsi qu'à la commune de Linas et à la direction du circuit pour sa collaboration dans la réussite de ces journées VEC. Rêve ou réalité, je ne sais qu'une chose. Il est en Anjou, entre le ciel et la Loire, un maître carrossier. Il travaille hors du temps pour des automobiles qui ont marqué le leur. Cécile Cars accueille tous les passionnés, 10 avenue de la Division Leclerc, 91 290 Arpajon. TCM réalise pour vous toute construction en mécano-soudure. TCM travaille le fer, l'aluminium, l'inox. TCM soude tous les métaux et réalise des séries ou prototypes sur plan. Collectionneur, le meilleur accueil vous sera fait. Pour tous vos problèmes d'import-export, Nutin est à votre service. Nutin, transports internationaux maritimes, agence en douane agréée. Nutin, Gare au Nord, boîte postale 331, 93 615, Aulnay-sous-Bois. Botica Publicité, partenaire de vos créations publicitaires. Botica Publicité, 92 rue Benoît Malon, 94 270, le Kremlin-Bicêtre. ATS Ascenseur remercie pour leur collaboration tous les bénévoles de la ZAV, les commissaires de course, ainsi que toutes les personnes ayant participé à la réussite de ce week-end VEC. Remerciements particuliers pour FR3 Le Mans, l'ACO, Philippe Colleux, le speaker passionné du VEC, ainsi que tous les annonceurs qui nous ont aidés pour réaliser ce premier film sur le Grand Prix de l'Âge d'Or.